Bonjour Corinne Chuard. Bonjour. Bonjour Olivier Mauvely. Bonjour. Nous sommes là aujourd'hui au Cercle démocratique de Lausanne pour parler de l'Atlas d'histoire vaudoise, paru en octobre 2025, qui compte pas moins de 132 cartes sur l'histoire de ce canton, pas moins non plus de 47 auteurs, sauf erreur, que vous avez co-dirigé. Olivier Mauvely, historien, Corinne Chuard, journaliste, écrivain. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Historienne peut-être. Historienne, comme Olivier. Et vous avez tous les deux, comment vous êtes répartis ce travail d'ailleurs, de composer un atlas qui réunit autant d'auteurs, autant de périodes historiques. Vous avez les deux co-dirigé l'ouvrage, donc comment ça s'est passé? Le mot co-direction n'est pas totalement exact dans la mesure où je présidais le comité d'édition, qui est également le comité de l'association qui a patronné l'ouvrage, avec les deux éditeurs InFolio et la Bibliothèque historique vaudoise. Et à partir de là, nous avons donné le mandat à notre collègue de comité, Corinne Chuard, d'être la chef de projet de l'ouvrage. Et c'est elle alors qui a conduit les opérations au front, si je puis dire, avec le directeur artistique, Nicolas Zentner, et surtout la graphiste Joanne Matet, qui a eu la lourde tâche de traduire en images, en cartes, les propos parfois éthérés et les idées cartographiques parfois difficiles à réaliser des auteurs. Et justement, alors qu'est-ce que ça apporte, Corinne Chuard, ce format des cartes? Eh bien, la carte, elle permet, dans une société qui est quand même énormément basée sur l'image, elle permet d'appréhender une évolution en un regard. Évidemment, la carte dans cet atlas est prioritaire par rapport au texte, mais l'une ne va pas sans l'autre et le texte amène l'essentiel des informations que tout bon vaudois devrait connaître sur l'histoire de son canton. Mais c'est vrai que on peut aujourd'hui passer à travers la carte, passer un certain nombre d'informations qu'il n'a plus besoin d'avoir le relais des mots, mais passer directement par le visuel. Et c'est très efficace. Il y a un aspect un peu ludique à traverser cet atlas. C'est ça, et les auteurs, parlons-en, sont des historiens aussi qui connaissent bien le sujet dont ils parlent. Qu'est-ce que vous avez appris peut-être de plus surprenant à travers ce projet, vous qui connaissez déjà tout, Olivier Mauvely et Corinne Chuard, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ça de particulièrement stimulant que vous avez découvert en retraçant l'histoire à travers les cartes, justement? Sortir un exemple est difficile, mais en revanche, pour compléter ce qu'a dit Corinne Chuard, l'intérêt en effet de travailler à travers les cartes, ça permet de mettre des focales sur certains sujets, parfois qui ont tendance à passer un peu sous les radars. On avait publié il y a une dizaine d'années le grand frère de l'Atlas, le gros livre d'histoire vaudoise, dans un système plus classique, plus linéaire. Il y avait une importante iconographie, bien sûr, renouvelée, mais le texte, il y avait une succession de chapitres qui racontaient chronologiquement l'histoire du canton. Et dans ces histoires générales de synthèse, on s'aperçoit souvent qu'il y a des sujets qui sont moins traités, comme l'histoire de la santé pour le 19e siècle. On a fait une carte sanitaire sur l'école aussi. Donc c'est des sujets qui passent un peu hors champ dans une histoire classique, mais grâce à la méthode qu'a pu utiliser Corinne avec les historiens que nous avons engagés et qui ont très bien joué le jeu d'ailleurs, eh bien on a pu mettre vraiment le projecteur sur des sujets, aller plus loin quelque part, sous une autre manière, approfondir beaucoup de sujets sur les migrations, sur l'immigration, sur presse aussi. La presse, bien entendu. Donc des sujets en effet qui sont d'accompagnement souvent. Et là, on a pu les mettre en avant l'histoire des femmes en politique au 19e siècle. Donc tous des sujets importants qui ont pu être mis en avant sous un angle nouveau, avec dès lors des informations inédites à ce niveau-là. Et ce qui est vraiment fantastique, c'est que cet ouvrage a pu bénéficier véritablement de l'expertise de 47 experts en histoire vaudoise qui nous ont tous mis, chacun dans leur domaine, à disposition le top des informations et des connaissances historiques. À la fois, il surfe sur l'histoire vaudoise et en même temps, dans chaque carte, il va profondément dans les informations qui sont transmises. C'est ça, on a actuel des connaissances qui est contenu dans cet ouvrage. On aurait fait cet ouvrage il y a 15 ans, peut-être qu'on n'aurait pas eu le même résultat. Mais vous demandiez tout à l'heure ce qui ressort avec acuité. Pour moi, c'est véritablement le dernier chapitre consacré au 19e et 20e siècle. Quand on croise les informations à travers les différentes cartes, si on s'amuse à croiser les informations qu'elles délivrent,
à la photo d'un coup, on voit émerger un canton qui est très différent et qui devient d'abord un canton à majorité secondaire, ensuite un canton où le secteur tertiaire domine. Une même évolution se transparaît également dans l'évolution religieuse, dans l'évolution démographique aussi. C'est un canton qui, en 200 ans, explose véritablement, et en particulier surtout l'axe lémanique. C'est ça. Mais vous disiez qu'il y a 15 ans, ça aurait été un autre atlas, et dans 15 ans aussi, oui. Dans la mesure où il y a des sujets qui bougent tout le temps. On a choisi le format papier, mais il y a quand même une certaine mobilité qui transparaît évidemment à travers les cartes, c'est une évolution. Et puis, je prends l'exemple de la carte sur les fusions de communes, oui. Où il y a déjà une ou deux fusions qui ont été validées, ou qui sont en train de l'être, qui rendent déjà cette carte en partie obsolète. Effectivement. Mais c'est les aléas de ce genre d'exercice qui vaut malgré tout la peine, malgré ce genre de petits problèmes. Les frontières, elles demeurent. C'est ça. Et après, il y a tout un travail graphique qui est intéressant, puisqu'il y a l'usage des pointillés qui permet justement de montrer Parfois, il n'y a pas de certitude sur les tracés précis des frontières du canton, par exemple, et d'autres aspects. Vous avez aussi voulu montrer ce dont on n'est pas certain. Si aujourd'hui, on peut dessiner la carte du canton avec précision, évidemment, cela n'a pas toujours été le cas, ou du moins, les connaissances historiques ne permettent pas de dessiner une frontière avec rigueur, précision et certitude surtout. Là, on est confronté aux limites de la connaissance historique actuelle. Tout à fait. Donc retraçons un peu l'histoire de ce canton avec quelques périodes clés. On a la période romaine. Donc à l'époque, on se situe au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on voit sur cette carte la cité des Helvètes, et puis ici, on a une colonie de Nyon. Il y a plusieurs cartes qui sont consacrées à l'époque romaine, mais très rapidement, déjà à cette époque-là, on voit les principales villes, il y en a 7 ou 8 à l'époque, émerger sur les axes qui seront ceux d'aujourd'hui. C'est ça. Il y a déjà Vevey, Villeneuve, nommons-les toutes, Nyon, Lausanne, oui. Oron, Yverdon, évidemment. Yverdon, Avenches. Avenches, ouais. Et Orbe. Ouais. Oui, cette dimension de carrefour est tellement essentielle. On trouve déjà là ce qui sera la nature même du futur pays, puis canton de Vaud. Cette notion de carrefour, de lieu essentiel entre l'Europe du Nord-Ouest, qui va se développer à partir du Moyen-Âge de façon extraordinaire, et le nord de l'Italie, avec ce passage alpin, Vaud étant avec une grande partie du territoire helvétique au pied des cols. Et ça, on a vraiment l'élément, je dirais, consubstantiel, le cœur de toute l'histoire vaudoise d'une part, mais aussi de l'histoire suisse. J'allais le dire, une sorte de métonymie de la Suisse. Exactement. Une sorte de Suisse miniature, carrefour des échanges économiques, des échanges d'idées aussi. Par sa structure, son histoire politique, Vaud est souvent en effet une réduction de l'Helvétie en général, et les exemples que vous citez sont parfaitement en phase avec cette idée-là. Et vous disiez, c'est un canton particulier sous certains rapports, puisqu'il y a des points communs entre les cantons suisses et dans leur évolution, mais dans plusieurs époques, on peut lire, notamment aussi sous votre plume, Olivier Meuvely, que, par exemple, le canton de Vaud a subi la crise des années 90 un peu plus durement que d'autres cantons. Les crises économiques, les crises politiques aussi. Mais le canton de Vaud a été longtemps un pays sujet. Déjà à l'époque romaine, il est englobé dans un vaste territoire, puis il est parti de différents régimes, si on peut dire, des Burgondes, du royaume de Bourgogne, et puis surtout alors un territoire important de la Savoie, important parce que c'est une zone frontière. La Savoie a des ambitions au nord-ouest, et Vaud, dès lors, est la zone frontière. Une des raisons pour laquelle la région est surpeuplée en châteaux, par exemple. Mais il y a cette notion de frontalité, si vous passez le néologisme, qui est importante, et cette notion de sujet qui fera que les Vaudois seront par la suite parmi les chantres alors des idées nouvelles, révolutionnaires, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Il y aura une grande vie intellectuelle qui va se mettre en place, malgré le fait que Berne est sujet de la République de Berne, et Vaud sera la porte d'entrée de la future révolution, enfin des idées révolutionnaires en Suisse, ce qui sera durement reproché d'ailleurs au pauvre Frédéric César de la Harpe, qui passera sa vie à se défausser de ces accusations de trahison qui lui seront adressées régulièrement, notamment par les représentants des anciens cantons suisses de l'ancienne Confédération.
Et Vaud va être d'ailleurs assez souvent pionnier, en particulier sur le domaine des droits politiques populaires. En 1845, les radicaux instaurent un système d'initiative et de référendum qui ressemble peu ou prou à ce que l'on a aujourd'hui et qui s'imposera en Suisse dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et Vaud va évoluer en même temps avec ses forces propres, cette terre agricole, comme le disait Corinne, qui va s'industrialiser peu à peu, mais avec certaines fragilités aussi, mais liées aussi à l'Helvétie. Et c'est vrai que dans les années 90 du XXe siècle, le Vaud va durement ressentir une crise qui en fait frappe l'ensemble du pays. Vaud avec une sensibilité peut-être assez extraordinaire, mais tout dans cette synthèse, Vaud n'a jamais eu un territoire, un domaine où il était plus fort que les autres. Contrairement à la chimie à Bâle, l'industrie en Suisse orientale, Genève avec l'économie, le commerce. Vaud, c'est une synthèse permanente. Et puis ce qui fait la particularité de la Suisse, c'est cette fameuse réduction dont on parlait, de la Suisse en général. Vaud, c'est un peu toute la Suisse réunie, à la fois sur le plan géographique, social, économique, politique. Et la notion de synthèse, on peut penser au fait que la Suisse est souvent citée comme le pays du libre-échange, mais c'est en même temps le pays qui protège le plus son agriculture en Europe. Donc il y a des formes de synthèse qu'on retrouve aussi dans l'histoire de la Suisse qui font écho à l'histoire du canton de Vaud. Mais en quoi, Corinne Chuard, la connaissance de toute cette évolution, de toutes ces périodes, peut être intéressante pour comprendre le présent? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement incroyable, une société qui bouge dans tous les sens. On ne peut se lancer dans l'avenir sans savoir d'où l'on vient. Et cette transmission de savoir historique, cette histoire qui joue encore aujourd'hui une importance clé, eh bien, c'est important d'en connaître les principaux enjeux. C'est un peu pour cette raison qu'on a choisi le format papier. Oui. On a été souvent interpellés. Pourquoi ne pas embrayer directement sur une version Internet ? Ouais. Mais ce n'était pas l'idée. Comme l'a dit très bien Corinne, il y a cette mobilité historique, mais qu'il s'agit de percevoir aussi sur un moment T, un moment particulier où on fait un arrêt sur image. Et ces cartes, elles sont très visuellement élastiques, elles montrent une évolution, parfois avec le renfort de statistiques. On a essayé de trouver un bon équilibre entre les chiffres et l'aspect purement visuel, pour aussi les périodes et les sujets. Il s'agissait de s'arrêter un moment. Travailler uniquement sur le format Internet aurait été très compliqué, parce qu'il aurait fallu emmagasiner une telle quantité de données qu'il aurait fallu une gestion à long terme absolument impossible à mener. Et donc le numérique, malgré ses richesses, n'aurait pas permis de pouvoir comprendre une évolution à un moment particulier. C'est ça qui est la force de l'Atlas, il concilie à la fois l'évolution du temps et cette perception qu'évoquait Corinne sur un moment important, sur le moment d'aujourd'hui, pour comprendre comment tout ça a abouti à ce qu'on connaît, ce qu'on côtoie au quotidien. Mmh. Le territoire du canton, il a évolué. Depuis quand, à peu près, on a le territoire que l'on connaît aujourd'hui, les limites cantonales vaudoises telles qu'on les connaît? Peu ou prou, les frontières se fixent en 1803. Après, il y a quelques toutes petites modifications, mais l'essentiel est fait. Et jusque-là, jusqu'en 1803, jusqu'à l'accession du pays de Vaud à ce statut de canton, les frontières n'ont cessé de bouger. Et puis il y a eu des guerres, les guerres de Bourgogne, il y a eu l'arrivée des Bernois en 1536 qui a fait aussi bouger les choses. Il y a eu cette volonté des Bernois, cette volonté des Fribourgeois aussi de prendre un bout du pays savoyard. Et puis ensuite, 1798, la Révolution vaudoise, là aussi les choses vont bouger. Mais en 1803, les frontières sont fixées. Avec cet atlas, on connaît cette dentelle des frontières dans la broie vaudoise. En ce qui me concerne, j'ai découvert comment les choses s'étaient mises en place. Et finalement, on peut suivre ce territoire vaudois à travers les siècles et comprendre pourquoi un bout de territoire comme Estavayer a été retiré
entre guillemets, du Pays de Vaud. On sait pourquoi, on sait à quelle époque. On peut suivre, on peut s'amuser avec cette carte pour aller décrypter quelles sont les communes qui, à quel moment, elles vont passer d'un côté ou de l'autre, côté fribourgeois, côté bernois, côté vaudois, etc. C'est ça, là on a par exemple l'histoire des bailliages du canton de Vaud de 1536 à 1798, avec différentes couleurs pour chaque période. Et tout est expliqué. Pourquoi un territoire se retrouve comme échalon, se retrouve être un territoire sous double autorité, fribourgeoise et bernoise pendant la période bernoise. Et c'est que ça fixe un certain nombre de connaissances de manière le plus claire possible. Et disons, l'essentiel de l'histoire, l'essentiel de l'évolution se trouve là, dans cet atlas. Des petits lexiques aussi, pour différents termes. Parfois, oui. Que ce soit aussi accessible au plus grand nombre. Alors, c'était le mandat donné aux historiens, en effet, d'être de cette accessibilité, un mandat qu'ils ont très bien rempli, et une tâche pénible pour l'historien, c'est qu'ils devaient subordonner leur texte non pas seulement au visuel, que quelques images, mais surtout à l'idée de carte. Donc ils devaient s'effacer devant la carte, et c'est elle qui devait transmettre le cœur du message avec tous les détails que permet ce format-là. Et ils ont accepté de jouer le jeu de façon vraiment remarquable. Je crois que sous la haute surveillance de Corinne, qui a réussi à les orienter souvent, à les aider, mais ils ont été preneurs des conseils que Joanne Matet, la graphiste, et Corinne Chuard, la chef de projet, leur ont transmis, parce qu'elle avait cette vision d'ensemble qu'on avait aussi élaborée au sein du comité d'édition, et elles ont pu leur transmettre des consignes claires, et dès lors ils ont pu travailler, et puis un travail d'équipe qui s'est constitué, je crois, pas trahir vos secrets de boutique, mais le travail d'équipe a été intense, et je pense que c'est un atout particulier, une force qui a permis de donner un ouvrage lisible. Intense, vous dites, il y a eu des débats, j'imagine, forcément, entre les historiens pour certains détails, comment on présente les choses. Dans sa postface, le journaliste Jacques Pauget parle justement d'une séance à laquelle il a pu assister, une des dernières. Il y a eu quelques débats assez enflammés, et il trouve ça passionnant. Comment on tranche? À un moment, il faut trancher. Oui, ça c'est l'historien qui tranche. C'est l'auteur de chaque article qui, avec les connaissances qu'il a à disposition, décide on met ou on met pas. Et ça, je donne volontiers l'exemple du port de Nyon à l'époque romaine. L'historien Romain Guichon, je lui posais la question, faut-il mettre ce port, puisqu'il y a une route qui arrive au bord du port, au bord du lac. Et il m'a dit non, on va pas le mettre parce qu'on n'a aucune preuve archéologique qu'il y avait un port. Il y en avait forcément, on peut bien imaginer. Mais c'est l'historien, évidemment, là, on n'a été que les coordinateurs, mais l'historien a eu évidemment la priorité et le contrôle sur ce qu'il disait. Ce qui a été dur, c'était de décider, avec Corinne Chuard, qu'est-ce qu'on allait mettre? Quel choix allions-nous faire? Quel thème? Quels historiens on voulait contacter, et puis lesquels diraient oui? Est-ce qu'on pouvait matcher le sujet spécifique avec un spécialiste? Donc des fois on a dû renoncer à des sujets parce qu'il nous manquait le spécialiste ou la spécialiste qui aurait pu traiter cette affaire-là. Donc il y a eu des débats intenses, et puis on avait ce degré de détail, jusqu'où aller. Et là, c'est des débats difficiles parfois que Corinne a dû mener avec des historiens qui ont dû faire des concessions, qui ont accepté de les faire au nom justement de cette lisibilité que nous tenions comme fil conducteur de notre propos. Il était impossible d'aller jusqu'à chaque bosquet, d'où c'est des fois ces frontières floutées, parce qu'il y a des doutes, et mieux vaut transmettre sur le doute tel quel, plutôt que de faire croire qu'on peut tout trancher par des belles arabesques abstraites. Est-ce que certains ont dit non? Est-ce que certains auteurs à qui vous avez proposé de participer ont refusé? Il y a eu beaucoup de refus? Non. On a plutôt trouvé beaucoup d'enthousiasme autour de ce projet. C'était un défi pour eux, puisque c'est souvent des auteurs qui peuvent afficher plusieurs ouvrages à plusieurs dizaines ou centaines de pages. Et là, on les réduisait à 1 page et demie.
Donc, Le nombre de signes à respecter, vous connaissez aussi Olivier Mauvely, c'est pas toujours facile en tant qu'historien. Et particulièrement là, on leur a dit, en gros, c'était 200 000, 2000 signes, encadrés compris. Donc, et il en fallait. Donc, et là, la rigueur de Corinne a permis de pouvoir tenir ce cap-là, mais de nouveau, en effet, avec bienveillance de la part des auteurs. Et certains auteurs ont même été au-delà de ce qu'on attendait de leur part. Donc, vraiment, on devrait conseiller, plutôt pour des périodes difficiles. La Broye, par exemple, qu'évoquait Corinne, ou Denis Tapi a été vraiment plus qu'un auteur. Il a permis vraiment de déchiffrer point par point, année par année, l'évolution de ces frontières avec cette carte qui est assez saisissante. Il y en a qui m'ont particulièrement intéressé, par exemple cette carte sur la presse au 19e siècle. Vous voyez sur cette page tout le nombre de journaux qu'il y avait à cette époque-là. On en rêverait aujourd'hui, d'une certaine façon. Parce qu'il faut bien dire, c'est pareil pour les livres. Alors, on n'a jamais autant lu, paraît-il, parce qu'il y a les mangas, il y a les WhatsApp, etc. Mais le livre est quand même en difficulté. Donc sortir un atlas en 2026, en 2025 en l'occurrence, c'est quand même un défi. Quel avenir vous voyez pour le livre, pour la culture, pour l'histoire de manière générale? Comment intéresser les jeunes typiquement à ces aspects? En mariant les approches. Je pense que c'est le choix de l'atlas. Il y a l'écrit qui peut renvoyer à d'autres types d'ouvrages plus spécialisés pour les personnes que ça intéresse. Et puis on joue avec ce que le visuel apporte. Alors en effet, maintenant on est en train de faire un enregistrement aussi qui présente l'ouvrage aussi sous une approche en profitant des outils médiatiques et de communication nouveaux. Donc c'est en mariant ces approches-là. Avec le Cercle démocratique, on a fait une série de podcasts sur l'histoire suisse. Les gens l'écoutent, le regardent. Enfin, il faut jouer sur tous ces outils. Et dedans, je pense que celui qui est le moteur et qui trône au milieu de ces outils, c'est quand même le livre qui reste la référence pour attester d'un savoir, pour attester aussi d'une capacité d'un raisonnement qui raconte réellement l'histoire, mais à partir autour duquel on peut greffer, je pense, alors toute une série de modes d'intervention. Et c'est des livres qui marient les approches. Et puis les approches, on parle d'un livre à l'écran. Et ça y est, on peut le poser sur la table de son salon, dans sa bibliothèque. Ma dernière question, Corinne Chuard, ça vous a fait quoi quand vous avez vu l'objet réel terminé? Ça doit faire bon? Oui, c'est toujours énormément d'émotions quand on voit un ouvrage arriver sur son bureau. On a toujours évidemment la pire crainte, c'est de l'ouvrir et de tomber sur la faute qu'on n'a pas vue, l'erreur qu'on n'a pas détectée. Et puis en même temps, il y a aussi, évidemment, il y a tous ces souvenirs qui reviennent, mais il y a aussi quelques regrets, un ou deux sujets qu'on se dit ah zut, on aurait dû le traiter. Là, il y a deux sujets que je regrette qu'on n'ait pas traités. L'un, on aurait pu. L'autre, on n'a pas trouvé l'auteur, l'historien qui aurait pu le traiter. Mais évidemment, c'est une sélection de sujets et j'espère juste que cet atlas donne l'envie aux historiens de se lancer dans des recherches et d'alimenter cette histoire vaudoise qui est quand même une histoire fantastique. Alors on se donne rendez-vous peut-être dans 15 ans pour un nouvel ouvrage. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous.